Alors moi, je suis Yannick Boucher, je suis responsable des pages économiques à La Voix du Nord pour la région et je suis aussi chargé de l'environnement, ce qui n'est pas forcément incompatible, heureusement. Et donc, voilà, nous allons discuter à trois. Moi, mon travail, c'est que le message passe bien pour les bonnes causes. Et donc, vous présentez nos trois intervenants. Vous les connaissez peut-être déjà. Je vais d'abord commencer par céder la parole à Sandrino Graceffa, qui est directeur délégué de Smart, que beaucoup connaissent ici, une coopérative qui est née en Belgique, de travailleurs culturels. Il reprécisera, Sandrino, vous repréciserez un petit peu Smart et sa dynamique rapidement. J'aurai le plaisir ensuite de donner la parole à Yann Jozo, qui est directeur de la CRES, qui est là, voilà, en bleu. Et Audrey Linkenheld, que vous connaissez aussi sans doute, qui est députée de la 2e circonscription du Nord, Lillest et Villeneuve-d'Ascq, et qui a fait partie de la commission Macron et qui est intervenue pour faire passer un amendement dans la loi El Khomri, qui, pour le coup, n'a pas été aussi sauvage et qui a permis quelques régulations, améliorations qui vont dans le sens de la protection dans la recherche d'autonomie ou de l'autonomie dans la recherche de protection. On verra ça avec elle tout à l'heure. Donc, pour cadrer, c'est pas la peine de faire des grandes phrases. L'ubérisation, tout le monde en entend parler, la digitalisation de la société, l'individualisation des parcours personnels, la fin du salariat qui est annoncée à plus ou moins brève échéance. Tout cela, ça se mélange dans une région avec un tissu productif qui souffre dans l'industrie, qui continue à perdre entre 5 et 5 000 emplois industriels tous les ans, avec des services aux entreprises qui vont pas bien, des commerces, quand ils sont petits, qui souffrent aussi, et donc des recherches individuelles de solutions. Parfois, les gens sont aux abois. Il y a d'ailleurs une conférence que j'annonce tout de suite, vendredi 19, sur la souffrance au travail. Vous avez ça à la sortie. Et dans le livre dont Sandrino va nous parler dans une minute, Refaire le monde du travail, qui est en vente 6 €. Je fais la pub. Au lieu de 10, on gagne un peu. Comme ça, vous pouvez en prendre 2. C'est Patricia qui pourra vous les vendre à la sortie. Toutes ces questions sont évoquées. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire le constat, parce qu'il suffit de lire les journaux ou de suivre un peu les médias ou simplement de parler autour de vous pour vous apercevoir un petit peu du moment charnière un moment charnière de transition, puisque, encore une fois, on est dans une région avec un tissu productif qui souffre, en souffrance, une conjoncture qui est bonne, mais pas pour tout le monde, avec une redistribution de la richesse qui est compliquée, et puis un gros problème de montée en qualification, avec des bassins de formation qui sont figés, avec aussi une responsabilité patronale historique dans le maintien dans le salariat de cohortes de salariés qui ne savent plus, en reconversion, quoi faire à arriver à un certain âge. Donc ça caractérise vraiment notre région, avec un taux de chômage des jeunes qui est toujours aussi scandaleux, entre 26 ou 28% dans le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Donc ça c'est le contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les entrepreneurs sociaux dans tout ça ont-ils des solutions? On va voir que oui. Et Sandrino, s'il vous plaît, prenez un micro. Ça y est. Vous en avez un. Ça y est. Et puis alors, vous allez peut-être nous rappeler ce que c'est que Smart. On fait 1 heure ensemble, et puis une demi-heure, 3/4 d'heure ou 2 heures de questions, si vous voulez. Mais présentez-nous Smart, s'il vous plaît, rapidement. Et pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre à la fin de l'année dernière? Dans quel contexte? Et voilà. Alors Smart, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est pas uniquement une marque de petites voitures urbaines. C'est aussi l'acronyme d'une organisation née en Belgique il y a près de 20 ans maintenant, enfin presque 20 ans, en 1998, qui signifie Société mutuelle pour artistes. À l'origine, c'est une petite association qui a été créée dans le quartier de Molenbeek, qui est une des 19 communes qui font la grande ville de Bruxelles. Et cette association avait pour principal but à l'origine d'aider des travailleurs du secteur artistique à déclarer leurs revenus, tout simplement. Je veux dire, c'est vraiment comme ça qu'est née cette organisation, avec assez peu de conscience de la part des initiateurs du projet de la réalité, de l'ampleur et de l'intérêt que pouvait susciter une offre d'information, de conseils et de services auprès de ce public.
Alors au départ, c'était vraiment quelque chose de très simple, c'était vraiment donner des exemples de contrats types qui permettent à des gens qui étaient en réalité très souvent soit pas déclarés, soit mal déclarés. Et donc le principe de base, c'était simplement d'essayer d'orienter ces personnes de façon à ce qu'ils puissent déclarer correctement leurs revenus. On est dans un contexte qui est un peu différent du contexte français. Il n'existe pas tout à fait les mêmes régimes, les mêmes statuts qu'il y a en France entre le statut d'auteur ou le statut d'intermittent du spectacle, mais des choses quand même qui s'y rapprochent. Et donc ça, c'est l'origine de cette association, mais la force de cette association a été d'abord de constater, je vais juste baisser un tout petit peu le son, ouais ça va, de constater qu'il y avait énormément de demandes et d'être toujours à l'écoute de ses membres. Et en étant toujours à l'écoute de ses membres, en réalité l'association, sans avoir, je le dis souvent parce que souvent on me demande comment on fait pour faire grandir un projet. Et en l'occurrence, dans le cas de Smart, il n'y avait vraiment aucune stratégie au départ. Simplement, il y avait la volonté de répondre à une demande. Et dans cette demande, eh bien, il s'est avéré que beaucoup de travailleurs de ce secteur n'arrivaient pas à vivre uniquement de leur art. C'est-à-dire que très souvent, ils étaient amenés à développer d'autres activités. Alors dans le milieu artistique en France, on dit développer des activités alimentaires. Ça veut dire, en Belgique, on utilise plutôt le terme remplir son frigo, mais ça revient à peu près à la même chose. C'est cette idée que pour pouvoir continuer à exercer une activité artistique, il faut que ça soit aussi compatible avec quelquefois une autre activité professionnelle, souvent périphérique, mais pas tout le temps. Et donc petit à petit, Smart a dû intégrer non pas simplement des réponses à des travailleurs du secteur artistique, mais des travailleurs en réalité qui cherchaient à pouvoir garder une certaine autonomie et développer un ensemble d'activités professionnelles leur permettant de pouvoir continuer à s'investir dans leurs projets artistiques. Et donc, de fil en aiguille, on a appris à gérer d'autres secteurs d'activité. Et donc, petit à petit, sur 18 ans, notre cible, entre guillemets, s'est élargie. Et donc, on a commencé par des artistes plutôt du spectacle vivant, on dit les arts de la scène, puis après des artistes auteurs, et puis après des activités dans le domaine de la formation, de l'éducation, du journalisme, de l'architecture, et puis de l'informatique, et puis sont venus régulièrement se greffer des nouvelles activités. Et les demandes exprimées par cette population a toujours évolué. Et notamment, on a découvert, après quelques années, que ces travailleurs avaient besoin d'un accompagnement qui était aussi lié au fait qu'ils développaient une activité économique. C'est-à-dire qu'en réalité, souvent, ils étaient à l'origine même des projets qui leur permettaient ensuite d'avoir un travail. Et donc, on s'est au départ intéressé à des artistes, puis petit à petit, on s'est intéressé à des gens qui sont des porteurs de projets, de petits projets souvent, et puis quelquefois de projets qui grandissent. Alors qu'est-ce que ça veut dire répondre à ces demandes ? Eh bien, ça veut dire développer des services. Et en l'occurrence, pour nous, ça a été de dire si chaque personne doit créer sa propre entité juridique, son association ou son entreprise, il s'en sortira jamais. Et donc la solution, c'est peut-être d'essayer de mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser. Et donc qu'est-ce qu'on peut mutualiser dans une entreprise ? Il y a tout ce qui est administratif. Donc dans l'administratif, il y a la comptabilité, il y a la paye, il y a tout ce qui est déclaratif. En plus, on est déjà en Belgique à l'époque, ce qui nous arrive ici, c'est-à-dire le précompte pour les impôts. Donc c'est déjà prélevé à la source, donc il y a tout ce côté déclaratif. Mais il y a aussi, quelquefois, on a des besoins d'investir dans du matériel, parce qu'il faut quelquefois investir dans un appareil photo, un instrument de musique, de s'apercevoir que les acteurs classiques bancaires ne comprenaient pas cette demande parce qu'ils avaient affaire à des gens qui n'étaient pas tout à fait des travailleurs classiques, pas tout à fait des entrepreneurs individuels, et donc pas vraiment de produits adaptés.
Et donc, la tendance qui a été celle de Smart, ça a été d'essayer de trouver, par le biais de la mutualisation, des réponses. Et donc, on a petit à petit augmenté notre gamme de services. 2 innovations qui ont été marquantes et très importantes dans le succès, entre guillemets, de notre organisation. La première, ça a été, dès la fin des années 90, de penser que il fallait vraiment aider les personnes à développer leur activité avec un maximum d'autonomie, c'est-à-dire de ne pas les rendre dépendants de notre organisation en termes d'information et de choix qu'ils peuvent opérer au quotidien dans le développement de leur activité. Donc ça, c'est passé par la création, ça paraît totalement banal évidemment en 2017, mais ça ne l'était pas à la fin des années 90, d'une plateforme web 2.0 qui permet de dématérialiser tout l'accès à l'information. Donc, au départ, c'était plutôt que d'appeler Smart pour avoir des détails sur le suivi de son activité, de son compte, est-ce que je vais être payé, à quand, où sont mes documents, mes factures, mes fiches de paye, eh bien, de le faire via un bureau virtuel individuel qui permet à chaque porteur de projet de pouvoir suivre, un peu comme aujourd'hui on suit son compte en banque, de suivre son activité. De là, c'était très intéressant parce qu'en faisant ça, on ne le savait pas, mais on l'a découvert après, c'était une première étape qui nous permettait, nous, de totalement automatiser tout ce qui peut l'être. Donc de véritablement limiter l'importance du traitement administratif qui est très lourd en cherchant toutes les solutions d'automatisation, ce qui nous permet, par exemple, aujourd'hui, de gérer vraiment un nombre très important d'activités sans avoir une charge de personnel qui est exorbitante. Et donc ça rend aussi un modèle économique viable, parce que s'il fallait à chaque fois un comptable pour chaque activité, ça serait pas possible. Donc la première innovation, ça a été ce côté, cette dématérialisation et de la gestion en ligne et l'automatisation de tous les flux de contrats et d'administration. Et la deuxième innovation importante, ça a été de créer, et ça c'est venu de nos membres qui ont eu cette idée à un moment, de dire il faut absolument qu'il y ait un outil qui nous permette d'être sécurisé sur les paiements. Puisque l'angoisse d'un travailleur freelance aujourd'hui, c'est soit de ne pas être payé par son client, soit d'être payé très tard, ce qui arrive quelquefois encore souvent, notamment quand on travaille pour des collectivités publiques. Eh bien, on peut attendre quelquefois plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, avant d'être payé. Sauf que ces travailleurs-là ne se perçoivent pas comme des entrepreneurs qui auraient un fonds de roulement, qui auraient de la trésorerie, qui auraient du capital. Et donc, pour certains, c'était assez catastrophique de devoir supporter des délais de paiement très longs. Et donc, cette deuxième innovation qui a été portée par Smart, ça a été de créer un fonds de garantie. Ce fonds de garantie a été alimenté par une augmentation des factures, donc de ce qui était facturé aux donneurs d'ordre, donc aux clients. Donc tout a été majoré de 2% pour alimenter ce fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, aujourd'hui, permet de faire des avances de rémunération, par exemple pour tous ceux qui travaillent sous la forme de l'intermittence, par exemple, ils sont tous aujourd'hui payés au bout de 7 jours, même si le donneur d'ordre met, admettons, 45 jours à payer sa facture. L'autre conséquence de ça, ça a été, à partir du moment où on garantissait le paiement, il fallait qu'on s'occupe nous-mêmes de recouvrir la créance. Et ça, c'est pareil, on s'est aperçu que pour beaucoup de travailleurs indépendants, ce travail d'aller chercher lui-même l'argent était très fastidieux. Ils n'avaient pas toujours les compétences pour le faire. Beaucoup d'impayés qui étaient liés justement au manque de qualité de la démarche de recouvrement. Et donc, on a appris à faire ce travail-là. Donc, on a créé un service de recouvrement et on a recouvert l'ensemble des créances pour l'ensemble de nos communautés. Et donc, d'une certaine manière, ça a apporté vraiment une sécurisation du travail. Et alors à ça, tous les ans, ça s'est ajouté des nouveaux services. Comme notre organisation a été d'abord une association et ensuite une coopérative, avec toujours dans ses statuts l'obligation de réinvestir l'ensemble des résultats sous forme de services, eh bien on a eu de plus en plus de marge
pour pouvoir toujours apporter des réponses à ces services. Et ces services ont été de différents ordres, accompagnement, mais aussi des assurances, des extensions d'assurances. Et donc, de cette manière, on a aujourd'hui un niveau de service qui est assez important en termes à la fois d'accueil, d'accompagnement, de conseils juridiques gratuits, de gestion administrative, comptable et financière, de paye, d'avance de trésorerie, de maintenant aussi de mise à disposition de locaux avec des espaces de coworking, mais aussi des ateliers pour les artistes, par exemple. En tout cas, on n'a jamais arrêté de développer ces services. Et pour terminer sur cette présentation de Smart, l'autre dimension qui fait aujourd'hui peut-être l'originalité de notre organisation, c'est qu'on a eu affaire à un public qui est par nature extrêmement mobile. C'est-à-dire qu'on a des travailleurs qui sont assez peu souvent cantonnés sur un seul territoire. Et d'ailleurs, nos propres études ont démontré que la mobilité ou la facilité à se rendre mobile était un facteur déterminant de la réussite des projets. Donc plus ils ont de facilité à être mobiles, y compris à l'international, et plus ils ont chance de faire aboutir leurs projets professionnels. Et donc dans cet esprit, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait, par exemple, au départ, il y a plus de 12% du chiffre d'affaires réalisé par nos membres en Belgique qui se font à l'international. Et donc naturellement, on s'est dit, on s'est aperçu qu'il n'existait pas des services équivalents dans d'autres pays où nos membres se rendaient. Et c'est donc dans ce cadre-là que Smart, dès 2008, a commencé à essaimer son concept dans d'autres pays, d'abord en France, puis en Italie, en Autriche, en Espagne, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Hongrie. Je crois que je n'ai rien oublié. On est donc aujourd'hui sur 9 pays en Europe. On s'est aussi fortement rapproché dès l'essaimage en France du réseau des coopératives d'activité et d'emploi, parce qu'il y avait énormément de similitudes dans le projet, dans la façon dont on envisageait nos projets, avec aussi beaucoup de complémentarité. Dans les complémentarités, il y avait l'idée de ne pas être dépendant de fonds publics. Donc Smart est une organisation qui ne reçoit pas de financement public, qui donc s'auto-finance. Ça, c'était quelque chose de différent du modèle des coopératives d'activité et d'emploi. Et puis l'autre dimension, qui est un peu le revers du premier élément, c'est que pour réussir un niveau élevé de services mutualisés, il faut pouvoir les rendre à un niveau et à une échelle importante. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 100 000 personnes sur ces 9 pays. Et donc, c'est par le biais de la masse qu'on arrive à développer. C'est un peu comme le principe d'une mutuelle de santé. Si vous voulez créer une mutuelle de santé, ça peut être évidemment très intéressant comme démarche. Mais si vous n'êtes pas certain d'attirer un nombre important d'adhérents dans cette mutuelle, il est fort probable que le niveau de service reste peu élevé. Et donc, c'est des organisations qui ne souffrent pas de l'augmentation de la taille. C'est très compliqué parce que ce n'est pas du tout la culture des acteurs de l'économie sociale et solidaire que nous sommes que de développer des projets d'une grande taille. Mais il nous a fallu apprendre d'une certaine manière à gérer aussi une activité qui est une véritable activité économique, puisque fin 2016, nous avons réalisé un peu plus de 180 millions de chiffre d'affaires. Donc ça vous donne un peu une idée de l'envergure aujourd'hui de ce projet. Merci. Alors on retrouve la présentation de Smart un peu plus dans le détail dans votre livre, qui apporte aussi pas mal de solutions. Et moi, la question toute simple que je vous pose, c'est pourquoi ce modèle qui semble avoir fait ses preuves en Belgique et dans 9 pays maintenant n'arrive pas à se développer comme souhaité par les acteurs de l'économie sociale et solidaire en France? Qu'est-ce qui manque? Quel est le point de blocage, le frein psychologique ou le frein réglementaire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'effet de levier soit vraiment réel et que ce modèle se diffuse plus largement dans notre société? Alors, et en peu de mots, s'il vous plaît. En peu de mots. Alors, la réponse est assez simple. D'une part, ça se développe quand même parce que nous connaissons quand même des taux de croissance dans nos activités qui sont importants, de l'ordre de 30-35% par an. Donc, c'est heureusement que ça ne se développe pas plus vite pour nous et pour mes collègues, parce qu'on aurait du mal à suivre. Ceci dit, vous avez raison.
Et c'est la question qu'on se pose aussi avec nos collègues de certaines coopératives d'activité avec qui on travaille, c'est de dire pourquoi notre modèle, qui est un modèle qui concilie, je dirais, la protection sociale du travailleur salarié avec l'autonomie et la liberté. Je vais faire attention aux mots que je vais utiliser parce que le contexte est assez brûlant sur ces sujets-là en ce moment. Mais en tout cas, cette idée qu'il est possible de concilier la protection du salariat avec, je vais plutôt utiliser l'autonomie que la liberté de l'entrepreneur. Il n'y a pas que Smart, il y a les coopératives d'activité et d'autres organisations qui défendent ce modèle-là. Et il est vrai en France que, pour l'instant, notre concurrent, c'est l'auto-entrepreneur qui s'est développé en 7 ou 8 ans de manière fulgurante, plus d'1 400 000 personnes, et qui se développe sur le dos des travailleurs, concrètement, puisque le principe de l'auto-entrepreneuriat, pas tout le temps, hein, mais dans un certain nombre de cas, c'est qu'on donne une rémunération directe à un travailleur, mais son donneur d'ordre ne rémunère pas la réalité du coût du travail, c'est-à-dire dans le coût du travail, il y a la rémunération, et puis il y a ce que certains appellent les rémunérations différées, qui sont souvent liées aux formes de protection sociale qui existent, la maladie, l'accident du travail, le chômage, la vieillesse. Et donc à partir du moment où vous avez un système institué qui permet à tout à chacun, tout donneur d'ordre, de s'exonérer d'une partie du coût réel du travail, eh bien, ça a énormément de succès. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux figures. Il y a le contrat de travail salarié classique, avec tout ce que ça comporte comme vision liée à la subordination. Le contrat social, c'est subordination contre protection. C'est le salariat classique, c'est la figure qu'on défend. Et puis de l'autre côté, il y a l'entrepreneuriat individuel qui se développe un peu partout en France, mais avec le Job Act, c'est pareil en Italie, les contrats 0 heure en Grande-Bretagne, Midi Mini Job en Allemagne, c'est-à-dire à peu près partout, on constate qu'il y a cette tendance à l'auto-création d'emplois qui se développe. Nous, ce qu'on constate, c'est que les gens qu'on accueille dans nos organisations, ils ne se situent ni d'un côté ni de l'autre, en réalité. S'ils ne se reconnaissent pas dans la figure du travailleur subordonné, tel qu'on l'a tous connu, et pour certains tel qu'on la regrette encore, évidemment, ils ne se reconnaissent pas non plus dans la vision d'un entrepreneur individuel qui serait forcément amené à devoir subir lui-même individuellement tous les risques, à devoir les assumer, et puis qui a cette image un peu de personnes qui doivent absolument réussir. Bon, en réalité, ils n'ont pas de vision patrimoniale de la création de leur propre entreprise. Ce que veulent la majorité des gens que nous recevons, que nous accueillons, c'est vivre dignement d'un travail qu'ils aiment. Et c'est cette troisième figure qui nous intéresse et pour lequel on pense que nous avons des solutions à apporter. Et ces solutions, elles ne passent pas, parce que ça c'est une tendance actuelle, elles ne passent pas par la création d'un troisième statut. La création d'un troisième statut, c'est un piège. Reconnaître qu'il y a une troisième figure, c'est une évidence de travailleur. De là à aller jusqu'à créer un troisième statut, ça serait forcément détourné de son objet dès le départ et un moyen pour beaucoup d'employeurs de ne pas s'acquitter de leur rôle réel d'employeur. Très vite, s'il vous plaît. Il y a le mouvement des entreprises libérées, qui a bonne presse. Il y a le Sobizub dans la région, le World Forum Lille, la responsabilité environnementale et sociale des entreprises. Tout ce mouvement qui existe, ben oui, il existe. Donc on en parle, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous différencie vraiment ? Est-ce que c'est vraiment la notion d'utilité sociale qui est l'axe vertébral de l'ESS ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un dévoiement dans les entreprises libérées ? C'est du quoi ? C'est du social washing, comme on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir les valeurs, les critères de l'ESS avec votre modèle d'entreprise partagée, de mutuelle coopérative ? Je pense que les entreprises de l'économie sociale et solidaire s'en mettent trop sur le dos. Déjà, quand on a des statuts qu'on essaye de faire vivre, c'est-à-dire, c'est pas facile. Demain, on aura chez Smart l'Assemblée Générale de notre SIC, qui réunit des gens qui viennent d'un peu partout en France. Enfin,
j'ai l'habitude de dire que tout ce qu'on ne met pas en communication, en marketing, on essaye de l'investir dans la vie coopérative et la participation. Mais c'est pas facile parce que nos membres sont comme habitués à être plutôt des usagers d'un service et les faire participer à cette vie démocratique. Combien d'entre vous sont adhérents d'une mutuelle ou d'une banque coopérative et ne sont jamais allés à l'Assemblée générale? Parce que tout ça n'a plus de sens aujourd'hui. Ça ressemble tellement au reste qu'on ne se sent pas concerné. Et donc, tout le défi qui est le nôtre dans des organisations qui sont des petites organisations en phase de croissance importante, c'est justement de ne pas tomber dans ce piège-là. Alors, quant à votre remarque, oui, il y a, et ça c'est la dernière enquête de la CFDT sur les conditions de travail, démontre de manière assez intéressante qu'il y a effectivement dans le monde du travail en général, il y a un malaise. Et ce malaise est lié notamment à deux choses. C'est principalement, tout le monde a envie de se réaliser, je crois, dans son travail. Tout le monde a envie. C'est un principe que je me suis toujours imposé en tant que responsable, employeur, c'est de considérer que tout le monde avait envie de bien faire. La difficulté de beaucoup de travailleurs aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent plus bien à quoi ça sert leur travail. Donc il y a vraiment, quand on dit la crise du sens, c'est à quoi sert mon travail. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre chose, c'est qu'ils réclament plus d'autonomie, c'est ce que l'enquête de la CFDT dit. Et donc, les entreprises classiques, je ne dis pas les nôtres, mais les entreprises classiques, elles n'ont pas attendu l'enquête de la CFDT pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Et donc, elles cherchent, dans leur mode d'organisation, elles cherchent des moyens de préserver des cadres, de préserver une motivation. Et pour cela, ça passe par des tas de nouvelles méthodes, plus ou moins intéressantes, plus ou moins honnêtes sur la réalité de la démocratie au sein de l'entreprise. Yann Josio, je voudrais vous donner la parole. Ça vous inspire quoi, déjà? Une première réaction à chaud. Et parlez-nous un petit peu des associations, puisque 85% des employés, des travailleurs de l'ESS sont dans le monde associatif, un peu déboussolés en ce moment par l'individualisation des parcours et cette marche forcée vers l'ubérisation. Ouais, je dirais que vous êtes directeur de la CRES, donc vous avez les remontées du terrain, et c'est vraiment intéressant que vous puissiez nous en faire part. Alors d'abord, peut-être parler un petit peu de la CRES 2 minutes. C'est la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'équivalent d'une chambre de commerce ou d'une chambre d'industrie, mais spécifiquement pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire mutuelles, coopératives, associations et entrepreneurs sociaux de manière un peu fondamentale. La loi de l'ESS 2014 a fixé un peu le cadre de la CRES. C'est vrai qu'on a des fonctions qui sont des fonctions similaires à celles des consulaires, sans en avoir les moyens. Pourquoi? Parce que la différence entre la CRES et une chambre consulaire traditionnelle, c'est qu'elle ne lève pas la taxe. Toutes les entreprises du domaine du commerce vont payer une taxe à la CCI. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire, quand je dis entreprise, c'est au sens large du terme, je mets évidemment les associations dedans, ne payent pas une taxe, mais ont une contribution volontaire à la CRES. Donc vous imaginez qu'en termes de rapport, c'est un peu compliqué, même si la loi nous a donné des fonctions consulaires, enfin en tout cas des missions consulaires, le législateur n'a pas jugé opportun, en tout cas à l'époque, de garantir les moyens de la CRES. Donc en termes j'utilise toujours cette image-là, la CCI aujourd'hui en Hauts-de-France, c'est à peu près 1400 collaborateurs. On est juste 14 collaborateurs. Donc on a les mêmes missions pour 100 fois moins de personnes, ce qui est un enjeu pour nous. Alors, peut-être une petite dégression, puisque la question de la mutualisation, parce que c'est l'objet, la mutualisation, la coopération, nous sommes dans le cadre d'une CRES qui est mutualisée depuis 2016, le début 2016, on est CRES Hauts-de-France, et nous étions avant CRES Nord-Pas-de-Calais et CRES Picardie. Et le fait de se rapprocher, on a été, on va dire, victime, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, mais des relations qu'on a avec les pouvoirs publics de manière générale, puisque les moyens qui sont dévolus à la CRES en tant que telle, mais c'est la même chose pour beaucoup d'associations, sont en diminution assez fondamentale. Et on a perdu, je vais dire, à peu près 15% de notre budget en un an,
tout simplement parce qu'on était amené par les pouvoirs publics aussi à gérer de façon différente, en tout cas avec moins de moyens. Et donc il a fallu qu'on trouve des solutions. Une des solutions, ça a été effectivement d'aller vite dans la question de la mutualisation. Pourquoi ? Parce que c'était une façon de régler notre problème de dimension économique. Il a fallu qu'on fasse mieux, ou en tout cas au moins la même chose avec moins de moyens. Et ça, je pense que l'ensemble des associations vivent aujourd'hui cette difficulté qui est liée à la raréfaction des moyens publics et du coup l'obligation de trouver de nouveaux modes d'organisation alors qu'il y a encore quelques années, le travail traditionnel, y compris pour une association, c'était un emploi, contrat à durée indéterminée, chez un seul employeur avec un CDI derrière. Et pour longtemps, ouais, plus ou moins, mais en tout cas pour longtemps. Ce modèle, il est complètement remis en cause aujourd'hui. La raréfaction des moyens publics fait que dans nombreux secteurs, nous sommes impactés et obligés d'entamer la question de la mutualisation de façon rapide. Dans le domaine du sanitaire et social, je salue Ahmed, le directeur de REOPS, qui est là, qui pourrait, à mon sens, prendre le temps de vous expliquer comment ça se passe. Mais de plus en plus, on demande à un directeur ou une directrice qui, autrefois, était à la direction d'un établissement, maintenant d'être à la direction de 2, voire 3, voire 4 établissements. Et ça change complètement nos modes de fonctionnement, avec une pression des pouvoirs publics qui renvoie aux acteurs économiques que sont les associations, qui fait qu'à un moment, on est obligé de se réorganiser à marche forcée, et ça impacte de façon extrêmement forte l'ensemble de nos organisations. Alors effectivement, il a fallu réinventer des choses. Je vais prendre l'exemple qui est le nôtre. Par exemple, autrefois, à la Cress Picardie, à la Cress Nord-Pas-de-Calais, on avait un directeur des deux côtés. Maintenant, on n'a plus une moitié de directeur. C'est-à-dire que moi, je suis directeur de la Cress des Hauts-de-France, mais à mi-temps seulement. C'est-à-dire que mon autre mi-temps, je suis directeur du mouvement associatif, qui est une autre association qui fait le même travail que la Cress, mais dans le champ associatif, et qui a elle-même fusionné en Hauts-de-France avec les mêmes problématiques, c'est-à-dire être obligé de faire plus avec moins de moyens. Donc, oui, je voulais vous demander comment empêcher quelqu'un qui travaille dans une association de quitter son emploi dans l'association pour devenir indépendant. Parce que s'il y a une tendance de fond aujourd'hui, une tentation en tout cas, de nombreuses personnes, tout simplement aussi parce qu'on ne peut plus les payer, donc elles se retrouvent comme ça un peu livrées à elles-mêmes. Quels conseils vous donnez ? Y a-t-il une solution, une formule juridique, sociale, fiscale, que sais-je ? Alors nous, ce qu'on essaye, c'est de pousser les associations à mutualiser les unes avec les autres. On reprend l'exemple que... Alors comment ? Il y a tout un tas déjà, la première idée, c'est de se dire le vieux mode de fonctionnement autrefois n'est plus possible. Ouvrez-vous l'esprit sur le fait que autrefois, lorsqu'on avait une mission, on demandait à un salarié de venir à un temps plein sur cette mission. Là, c'est fini. Il faut que les associations prennent le pas de se dire peut-être qu'on peut découper le temps de travail de façon différente et éventuellement mutualiser ce temps de travail avec d'autres associations. Nous, on a tout un tas de collaborateurs qui travaillent pour plusieurs associations en même temps. Là, notre enjeu, c'est de créer les conditions pour qu'ils fassent ce travail dans une bonne qualité de vie au travail. C'est-à-dire, en étant sécurisés sur leur fonctionnement, on mutualise. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, je suis membre de plusieurs associations. Il existe un certain nombre d'outils qui sont comparables à CAE dans le champ associatif qui s'appelle groupement d'associations employeurs. Dont le principe est de dire je prends des membres de plusieurs associations et je les fais partager leur temps de travail sur plusieurs missions. Le constat quand même, c'est que de manière générale, on a du mal à rentrer. Enfin, je pense que c'est le même problème que sur les CAE, c'est-à-dire que si le concept est intéressant, sexy, en tout cas sur le papier, on a du mal quand même à rentrer dans ce mode de fonctionnement, à la fois de la part des associations elles-mêmes, à la fois de la part des salariés et à la fois de la part des financeurs. Parce que dans ce modèle-là, vous avez un coût salarial qui est un coût équivalent à un salaire traditionnel, voire parfois un peu supérieur, parce que quand vous mutualisez plusieurs emplois, vous avez des coûts de gestion qu'il faut appréhender, et que bien souvent, la puissance publique dit à partir du moment où vous découpez du salarié, ça doit coûter moins cher. Or, ce n'est pas le cas. Donc on essaie de mettre en œuvre des systèmes où, pour éviter que les salariés eux-mêmes des associations, pour rendre souvent service à leurs associations, ou parfois même les associations elles-mêmes qui sont en situation de difficulté, poussent les gens à se mettre dans des situations d'auto-entrepreneurs, y compris dans les prestations qu'ils rendaient auprès de ces associations-là. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus ce phénomène arriver où
un salarié d'une association sous la contrainte, ou pas forcément sous la contrainte, mais l'association dit moi j'ai des difficultés économiques aujourd'hui, pour y répondre, ça serait bien que tu te mets en situation d'auto-entrepreneur. Et ça, c'est un problème extrêmement fort chez nous, et il faut qu'on l'arrête, parce que on voit bien qu'en fonction des générations de gens, quand vous êtes en fin de carrière, à la limite, votre on va dire, carrière professionnelle, elle est faite. Mais quand on demande à des jeunes qui se mettent dans ces situations-là, ou parfois les jeunes qui n'ont pas de perspective d'emploi, demain décident de se mettre eux-mêmes en auto-entrepreneuriat, c'est une catastrophe, parce que 3 ou 4 ans après, ils se retrouvent dans des situations de concurrence extrêmement compliquées, où ils sont eux-mêmes mis en concurrence avec les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc on a un vrai travail d'éducation populaire, à mon sens, à faire auprès de nous tous, de vous tous, y compris les entrepreneurs de Smart, pour que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'il faut payer des cotisations sociales. À quoi ça sert? Tu parlais de salaire différé. À quoi ça sert tout ça? Et je pense qu'on a un vrai travail à faire. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on travaille avec les législateurs de façon à ce qu'ils créent les conditions pour que, en termes de statut juridique, soient créés on va dire des organisations sociales qui permettent justement de mutualiser de l'emploi. J'en finis là-dessus. Aujourd'hui, quand vous voulez mutualiser de l'emploi dans la vie associative, il y a les groupements d'employeurs associatifs. Pour autant, je vois dans notre cas, on a besoin de mutualiser des emplois, mais on a besoin de mutualiser aussi du matériel technique, etc. Et dans le champ de l'économie sociale et solidaire et dans le champ de l'association, vous ne pouvez pas faire de l'équivalent des groupements d'intérêt économique que vous trouvez dans le milieu économique traditionnel. Vous n'avez pas le droit de le faire. Résultat, on n'a pas le véhicule qui nous permet d'aller plus loin dans la question de la mutualisation, qui est quelque chose d'essentiel. Quelle est votre question plus précise aux législateurs? C'est de garantir un niveau de charge supportable, vivable et désirable par l'employeur associatif. Non, je pense que avoir un fonds de garantie, comme Sandrine a pu en mettre en place. Non, l'idée, je pense, c'est l'instrument juridique qui manque. C'est l'instrument juridique financier absolument. Qui manque. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation de bascule entre un ancien monde et un nouveau. Cette situation de bascule, elle ne va pas pouvoir se faire du jour au lendemain. On a besoin on va dire, de statuts intermédiaires qui vont permettre de passer d'une situation, d'un mode de travail du siècle dernier vers le mode de travail qui va arriver dans quelques années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut aller plus loin dans cette direction-là, il faut que le législateur nous aide à créer les conditions d'avoir des statuts juridiques qui nous permettent une souplesse qui va répondre aux doubles problématiques, c'est-à-dire la réduction des moyens publics, mais la nécessité de garder des cadres qui permettent d'employer des gens de façon partagée, là où hier, ce n'était pas possible. Madame la députée. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez répondre et puis nous parler aussi de cet amendement qu'il apporte déjà? Oui, alors oui, bien sûr. Peut-être vous expliquer un peu le cheminement, parce qu'effectivement, toute la question, c'est de savoir si on est dans la bascule. On y est dans la bascule de l'ancien vers le nouveau monde, mais comment on accompagne cette bascule? Et c'est bien là que ça devient compliqué. Et Sandrine l'a dit. Moi, quand je me suis intéressée à la question, j'ai très vite constaté qu'il y avait ceux qui étaient pour la solution du tout, c'est-à-dire tout le monde doit rester salarié parce que c'est ça le modèle qui est le nôtre, ou qu'on défend, ou rien, c'est-à-dire surtout on ne régule rien, le modèle de l'auto-entrepreneuriat le plus libéral et le moins protecteur, ça nous arrange, en général, ça c'est plutôt les grosses structures qui le disent, mais en même temps on n'est pas pour la création d'un troisième statut. Y compris parce qu'en tout cas moi, ceux avec qui j'ai discuté me disaient cela, y compris parce qu'ils considéraient qu'à ce moment-là de la discussion, nous n'étions pas mûrs pour ce troisième statut. Parce qu'on est au moment de la bascule. Notamment les syndicats. Notamment les organisations syndicales. Alors comment j'en suis arrivée, moi, à m'intéresser à cela, j'avais pas spécialement vocation à travailler de près sur la loi travail, puisque moi je suis d'abord comme députée sur les questions d'affaires économiques plus que d'affaires sociales. Et le travail relève, en tout cas dans l'organisation du Parlement, plutôt des affaires sociales que des affaires économiques. Moi j'étais à la commission des affaires économiques, où il se trouve qu'on a traité et la loi sur l'économie sociale et solidaire, et où on traite aussi les questions du numérique. Et moi, c'est plutôt par ce biais-là que finalement, je me suis intéressée à ces sujets. Et je pense que si on n'est pas encore
aussi souple que vous le souhaitez pour le monde associatif, c'est aussi parce que finalement, on a mis du temps à donner une reconnaissance à l'économie sociale et solidaire qui soit une reconnaissance globale. Parce qu'il y avait chacune des chapelles, entre guillemets, avec ses petits textes et ses petits règlements, mais jusqu'à 2014, on n'avait pas de loi unique et universelle pour le monde de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, 2014, c'est pas très loin, et c'est vrai que maintenant, on commence à se dire, bon, on a fait ça, mais il manque ça. Je rappelle que pour la première fois dans cette loi, on a dit ce que c'était que l'innovation sociale. Heureusement qu'on n'avait pas attendu de le mettre dans la loi pour en faire de l'innovation sociale. Mais la première fois qu'on en a parlé, en tout cas comme législateur, c'était à ce moment-là. Et donc on sent bien pour un législateur, ce qu'il y a de très difficile, c'est d'arriver à suivre le monde comme il évolue. Parce que nous, quand on fait une loi, même quand on déclare l'urgence, et on n'aime pas beaucoup quand on déclare l'urgence parce qu'on a l'impression qu'en plus on nous prive de notre temps de travail, je ne parle même pas des autres mesures qui peuvent accélérer le vote d'une loi, mais on met 1 an et demi, 2 ans à faire une loi. Vous pensez bien que sur les sujets dont on parle, en 1 an, 2 ans, tout a déjà changé. Donc c'est très compliqué pour nous de suivre. Moi, donc, je me suis intéressée à la question parce que, à titre personnel, voilà, j'ai plutôt envie de concilier mon intérêt pour l'économie et mes valeurs sociales. Ça, c'est mon parcours personnel. Comme élue de ce territoire de la métropole lilloise, j'ai été confrontée à des projets que j'ai trouvés très vite très intéressants, alors confrontée de plus ou moins près, mais en tout cas, voilà, ce qui se passe ici, ce qui se passe au Mutual Lab, ce qui se passe un peu partout ailleurs. Ça me parlait. Et puis ensuite, je suis devenue législateur. J'ai essayé de poursuivre ces sujets-là. Le sujet de l'auto-entrepreneuriat a été très vite un sujet du début du quinquennat, parce que la difficulté, c'est que, entre guillemets, le mal était fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait créé le régime de l'auto-entrepreneur, et ça date d'avant 2012, plein de gens se sont engouffrés dans cette brèche. Et une fois que vous les avez, les auto-entrepreneurs, c'est très difficile de dire maintenant on arrête tout, finalement c'est pas ça qu'il fallait faire. Donc on a missionné des parlementaires pour réfléchir à partir du statut existant comment on pouvait le faire évoluer. Donc on a fait évoluer le régime fiscal, le régime social, mais c'est plus difficile que de ne partir de rien. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait un hasard si le député qui a travaillé sur la question des auto-entrepreneurs a été aussi celui qui après a travaillé sur la question des VTC, donc des fameux chauffeurs de taxi et de taxis collectifs impactés par l'ubérisation. Voilà, donc moi je suis arrivée avec toutes ces idées-là, ces connaissances du terrain, des contacts, et je me suis dit mais bon sang, il paraît qu'il faut faire une loi sur le travail. Mais est-ce qu'on parle vraiment des sujets qui sont les plus prégnants, c'est-à-dire précisément la bascule de l'ancien vers le nouveau monde? Je ne sais pas, moi, en matière de travail, il me semblait que c'était un peu ça le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des innovations, il y a des mutations. Mon rôle en tant que législateur, plutôt attaché à la régulation, c'est de me dire, est-ce que ce nouveau monde, je l'accompagne comme il faut? Et c'est là où j'ai commencé à discuter avec les uns et avec les autres, et à me dire, est-ce qu'il faut laisser faire? Parce qu'après tout, peut-être que ça va se résoudre tout seul. Il y en a qui ont trouvé des solutions en Belgique, sans que le législateur, je crois, soit beaucoup intervenu, j'ai l'impression, et ça n'a pas l'air de se passer mal. Après, on n'a pas les mêmes systèmes juridiques, hein, j'en ai parfaitement conscience, mais voilà, finalement, est-ce qu'il ne faut pas laisser faire? Ou au contraire, est-ce qu'il faut intervenir? Et une fois qu'on pose la question de est-ce qu'on intervient, encore une fois, on intervient pour quoi faire? Pour dire que tout le monde doit être salarié, que c'est mieux comme ça? Pour dire que tout le monde doit être entrepreneur et c'est mieux comme ça? Ou pour essayer, ce que vous avez dit très justement, de faire prendre conscience, parce que dans ces nouvelles formes de travail, il y a ceux qui les choisissent, il y a ceux qui les subissent. Il y a ceux qui les choisissent, mais qui demain vont peut-être les subir alors qu'ils n'en ont pas encore conscience. Et il y a ceux qui les subissent dès aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, nous, notre job, c'est d'abord d'essayer de faire prendre conscience, peut-être à ceux qui ne le voient pas aujourd'hui, qu'effectivement, ce qui leur paraît formidable quand ils ont 25 ans, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté, la fluidité, l'agilité, que ça... Quand on en a 40 ou quand on en a même que 30, mais qu'on a des enfants, qu'on a des problèmes de santé, que finalement ça nous a bien plu pendant 5 ans, mais qu'au bout de 5 ans, pour telle ou telle raison personnelle ou économique, on a envie de passer à autre chose, comment on fait?
Et c'est là où je me suis dit, OK, il faut peut-être pas créer le 3e statut parce que tout le monde me dit qu'on n'est pas mûr. Donc moi, je suis pas là pour forcer la main des spécialistes, que ce soit les acteurs du droit du travail ou les organisations syndicales avec lesquelles j'ai pas mal parlé. Mais je me suis dit, il y a peut-être 2-3 choses sur lesquelles il faut quand même avancer. Et donc, l'amendement finalement que j'ai porté dans la loi travail, il est assez simple. Il dit que les plateformes, donc celles qui utilisent le numérique pour collaborer avec des gens qui sont plutôt des indépendants, mais avec lesquels il n'y a pas un lien de subordination, mais il y a parfois un lien de dépendance économique quand même, que le minimum, c'est que ces plateformes, elles prennent en charge les coûts qui sont liés à l'assurance contre les accidents du travail, qu'elles prennent en charge les coûts qui sont liés à la formation pour faire prendre conscience aussi, c'est là où la différence entre le choisi et le subi, elle est parfois ténue, faire prendre conscience que quand on a 25 ans, on n'a pas tout de suite mal au dos quand on est un VTC ou qu'on bosse chez Chronodrive ou je sais pas où, ou ici, mais qu'après on peut avoir des souffrances à prendre en charge ou des accidents de maladie ou de travail. La formation parce que voilà, on a besoin aussi d'évoluer, et puis le droit de se syndiquer et de faire grève. Plus exactement, de ne pas être sanctionné par cette plateforme quand on décide de manifester collectivement contre les conditions de travail qu'elle fait subir à ses collaborateurs travailleurs. Enfin, on appelle ça comme on... Voilà, donc c'est finalement assez simple, mais ça permet, sans aller jusqu'au au statut à la 3e voie, de réguler aujourd'hui le quotidien de beaucoup de gens. Peut-être qu'il faut aller plus loin, voilà. Peut-être que ça suffit. Peut-être qu'on s'est trompé aussi. Enfin, moi là-dessus, je suis assez humble. Je considère que quand on fait la loi, on n'est pas toujours parfait non plus. Sachant qu'on est, par rapport à la question que vous posiez à Sandrino, sur pourquoi chez les autres et moins chez nous, je pense que voilà, on a des systèmes juridiques qui sont différents. On a des mentalités qui sont différentes, on a des protections qui s'organisent différemment. Moi, j'ai regardé aussi comment ça se passait en Allemagne, par exemple. Les difficultés qu'on a eues ici par rapport à des gens qui livrent des repas sur des vélos, là, et qui sont dans différentes sociétés. En Allemagne, ces gens-là, ils ont été accueillis par le syndicat principal des services. Voilà. En France, ils ne le sont pas encore tout à fait, mais parce que l'organisation du monde syndical allemand n'a rien à voir avec l'organisation du monde syndical français. Voilà, c'est comme ça. Ça viendra peut-être, ça se fera différemment. Il faut aussi tenir compte de ça. Donc, si on résume, un salarié sur 4 et un travailleur en France sur 4 est salarié. Donc, le salariat, c'est 22-23%, c'est dans votre livre. Donc, ça va devenir une niche avec des zones de confort, des statuts, peut-être de moins en moins. Ça commence déjà à se fissurer largement. Prenez le micro parce que vous allez répondre. D'un autre côté, une tentative d'encadrement pour les plateformes ubérisées, entre guillemets, Airbnb, Uber, etc. Et au milieu, un peu tout le reste, finalement, des gens qui essaient de trouver un sens à leur travail en créant leur propre emploi et qui sont un petit peu perdus. Comment on fait ? Est-ce qu'il aurait mieux fallu, plutôt que de tenter d'encadrer les multinationales des plateformes, mettre le paquet pour garantir justement tout ce que Yann vous a expliqué et tout ce que Sandrino essaie de faire et essayer de massifier l'entreprise partagée et le modèle coopératif et mutuel. Alors, ce que j'aurais peut-être dû préciser, parce que ça me paraît quand même répondre en partie aussi à la question, c'est que dans cette même loi travail, et je ne suis pas là pour faire la publicité de la loi travail, mais il se trouve que c'est le cas, dans cette même loi travail, il y a aussi ce qu'on appelle le compte personnel d'activité, qui a quand même comme objectif, pour l'instant il en est assez balbutiement, mais d'être un compte qui, comme son nom l'indique, est personnel, donc attaché à la personne, et qui suit la personne à travers ses différentes activités. Lesquelles activités peuvent être un coup salarié, un coup pas salarié, un coup grande entreprise, un coup petite entreprise. Donc c'est quand même aussi un élément de réponse à un certain nombre de changements de statut
par rapport y compris aux propositions que Sandrino peut faire d'un statut, si j'ai bien lu ton livre, un peu unique et qui ouvrirait tout le monde. Il ne faut pas oublier cet élément-là, qui certes est récent, qui certes en est à ses balbutiements, mais qui peut peut-être être le début d'une réponse. Mais s'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, quoique il y en a 1 million, hein, c'est ça en France, à peu près un peu plus d'1 million, mais la moitié ne déclare aucune activité et l'autre moitié, c'est 2 000 €, je crois, en moyenne. Donc finalement, on pourrait peut-être rêver d'une fin du statut d'auto-entrepreneur ou de la micro-entreprise si on arrive à trouver des solutions telles que les vôtres en renforçant ce qu'on appelait autrefois le tiers secteur. Oui, enfin là, vous posez aussi la question de ce que veulent les gens, quoi. Enfin, moi, j'ai essayé de ne pas juger, c'est-à-dire qu'encore une fois, travailler ensemble et mutualiser leurs moyens. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, ils n'ont pas dit sous quel statut ils voulaient travailler. Et toute la difficulté, c'est encore une fois, moi, je suis pas là pour décider à leur place. Il me semble, et c'est un peu ce que je crois Smart offre, on est là pour leur offrir effectivement l'autonomie quand ils souhaitent être en situation plus d'autonomie que de subordination, on va dire, et les protections, parce que c'est pas parce qu'on est autonome qu'on est totalement free et qu'on n'est pas exposé au risque de la vie, quoi. Après que cette autonomie et ces protections, elles passent par tel ou tel statut, j'ai envie de dire, c'est presque anecdotique dès l'instant où l'autonomie et la protection sont garanties. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent bien avec le statut d'auto-entrepreneur et il y en a d'autres qui se trouvent mal, mais la différence entre ceux qui se trouvent bien et mal, c'est plutôt leur niveau d'autonomie et de protection qui le fait. Il y a deux choses. Il y a le régime européen de protection sociale dans votre livre. Et l'autre grande solution, c'est l'expérimentation sociale. Est-ce qu'elle est garantie aujourd'hui? Est-ce que vous sentez une évolution réglementaire qui va dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Alors sur le premier aspect, d'abord je voulais dire, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui dire, parce que quand l'amendement a été présenté, j'étais pas de ceux qui semblaient particulièrement favorables, parce qu'il y avait derrière l'idée que ça instituait, ça reconnaissait une réalité de nouveaux travailleurs parasubordonnés et de leur donner une forme de statut. Et donc j'étais assez frileux. Mais il faut quand même reconnaître que cet amendement a un avantage qu'on perçoit peut-être pas encore tout à fait, mais que moi je constate au quotidien, c'est qu'il a permis de prendre conscience, il a permis aux syndicats, aux organisations syndicales d'élargir un petit peu leur spectre. Et un peu comme ça s'est passé aussi il y a une vingtaine d'années, je crois, avec les demandeurs d'emploi. Je veux dire, pendant très longtemps, les syndicats ne s'intéressaient pas beaucoup aux demandeurs d'emploi. Il a fallu qu'il y ait des associations de chômeurs qui se créent en dehors des organisations syndicales pour que la prise en charge et la prise en compte de ces travailleurs privés d'emploi devienne une préoccupation des syndicats. C'est le cas aujourd'hui. Eh bien, je constate un peu le même phénomène et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Nous, concrètement, depuis plusieurs mois, nous sommes sollicités un peu partout par la plupart des grandes centrales syndicales, justement pour les aider un tout petit peu à mieux appréhender ces nouveaux travailleurs. Et donc l'amendement permet ça, c'est de dire oui, ils ne sont pas salariés, ils ne sont pas sous emploi, mais à l'origine, les syndicats, c'était pas pensé pour défendre les salariés, hein. C'est une concession des syndicats. Et donc, il faut pas l'oublier. Au départ, les syndicats, c'est bien pour défendre les travailleurs. Et à la limite, ça a été une concession que d'accepter la subordination. Donc, il y a, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, quelque chose qu'il faut reconnaître, qui est un phénomène nouveau, qui est la Confédération européenne des syndicats vient de prendre une disposition en décembre dernier, justement qui va dans ce sens-là, qui est d'élargir le champ d'intervention des syndicats à l'ensemble des travailleurs indépendants. Et donc, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que pour la première fois, et ça, il faut remercier les plateformes et il faut remercier Uber. Il faut savoir dire merci quand un acteur aussi important économique fait avancer les choses, parce que évidemment, ça ne concerne pas que les travailleurs d'Uber, ça concerne énormément de gens. Et il y a, de mon point de vue, une vraie évolution. L'évolution, nous, on la porte depuis longtemps en disant il faut aller vers un régime beaucoup plus universel, parce que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que la protection sociale doit répondre aux besoins des travailleurs en général, et il n'y a plus aujourd'hui aucune justification
qui permet de dire que tel type de travailleur devrait être mieux soigné ou moins bien soigné, mieux protégé. Enfin, la protection sociale, ça, c'est des réponses de sécurité à des problèmes qui sont malheureusement pour tout le monde les mêmes. Je veux dire, et nos systèmes qui sont basés sur des systèmes de mutualisation solidaire et redistributifs doivent prendre en compte cette réalité-là. Et donc, nous, on défend cette idée que l'on soit agriculteur, artisan, commerçant, auto-entrepreneur, travailleur intérimaire, emploi aidé, parce que pendant tout un temps, les emplois aidés étaient moins bien couverts sur certains aspects liés à la protection sociale du chômage, voire de la retraite. Ça peut évoluer, mais quel que soit le quel que soit le statut que l'on a, on mérite, d'une certaine manière, d'avoir le même niveau de protection sociale. Et l'avantage, d'une certaine manière, d'aller vers un régime beaucoup plus universel, c'est que ça va pas... Parce que le risque auquel on va être confronté, c'est que les gens vont se... Enfin, c'est pas les syndicats contre le gouvernement, c'est les gens entre eux qui vont finir par se foutre dessus. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui... On a des systèmes qui sont trop différents, avec des niveaux de protection qui n'ont plus forcément de sens. Alors, le risque, quand on dit ça, c'est toujours d'être récupéré par une vision qui... moi, il y a toujours des gens qui viennent me voir, auxquels je ne m'attends pas, qui me disent « c'est vachement intéressant ce que tu dis ». Après, au bout de 5 minutes, je m'aperçois qu'ils n'ont pas le même objectif que moi. Et donc, c'est tout le risque, c'est de tirer vers le bas. C'est un objectif un peu plus libéral, ça voulait dire. Exactement. Et c'est pour ça que on est sur un sujet qui est extrêmement touchy, où il faut être très précis. L'intérêt d'aller vers un régime universel, c'est d'étendre les garanties déjà acquises pour les travailleurs salariés à l'ensemble des travailleurs, quels qu'ils soient. C'est vers ça qu'il faut aller. L'avantage, alors, effectivement, un certain nombre de travailleurs mal couverts aujourd'hui pourraient le devenir. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage dont on ne parle pas suffisamment, c'est qu'on élargit la base et donc les possibilités de maintenir nos systèmes de régime. Puisque si on regarde les tendances des chiffres, des statistiques de l'Organisation internationale du travail, on s'aperçoit que la population classique, c'est-à-dire de travailleurs salariés, subordonnés, bien protégés, est en train de diminuer au profit de toutes ces autres formes d'emploi, et que donc si demain ça devient une minorité de gens qui cotisent pour leurs propres avantages, ils vont plus avoir beaucoup d'avantages. Donc l'autre enjeu, c'est aussi le maintien de nos systèmes et de notre tradition de protection sociale. Et donc dans ce sens-là, il n'y a rien il n'y a pas de révolution, les choses sont pas réglées. Enfin, je veux dire, on avance, mais il y a vraiment, de mon point de vue, même le président Juncker a pris une initiative il y a 1 an maintenant, et il vient le 26 avril dernier de déclarer un premier niveau de socle européen de droits sociaux. C'est une première étape. Donc on sent bien qu'il y a du côté des syndicats un mouvement positif, du côté des organisations gouvernementales aussi une prise de conscience de la nécessité de faire évoluer les choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est accompagner ça avec être très attentif à ce que ce ne soit pas un moyen de détricoter le droit social. Et l'autre aspect, vous l'avez presque caricaturé dans votre question, c'est de dire que les travailleurs salariés seraient... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les travailleurs salariés, moi, je ne suis pas pour la disparition du salariat et des protections sociales du salariat. Je ne pense pas que c'est une bonne solution de considérer que tout le monde doit devenir entrepreneur de lui-même. Je pense qu'il faut continuer à ce qu'il y ait un cadre adapté à une compensation à la réalité d'une subordination. Il y a certains qui pensent qu'il faut que tout le monde devienne autonome, et il y a des tas de gens qui ont des visions assez intéressantes sur le salaire inconditionnel, où on serait un peu tous fonctionnaires. Bon, ok, il y a plein de gens ici qui sont assez autonomes en étant salariés, mais il y a énormément de travailleurs qui aujourd'hui sont contraints de supporter d'une certaine manière un encadrement très dur, quoi. Et donc je pense que c'est très important de dire accompagner ces évolutions, ça ne signifie pas remettre en cause les acquis sociaux.
Oui, Yann, une réaction. J'aimerais bien vous entendre aussi sur la précarité du travail, hein, puisque la moitié des salariés de l'automobile dans la région, c'est de l'intérim, par exemple. Poursuivre sur cette discussion, je crois qu'après, sur la question de l'emploi et de la forme d'emploi lui-même, moi, si je sépare à peu près 3 grandes tendances aujourd'hui, il y a la question de l'auto-emploi, on en a parlé longtemps, la question de l'emploi fragmenté, on va dire, tout ce qui concerne l'intérim, etc. Et puis la question des emplois fixes, que je peux appeler fixes entre guillemets. Et je pense que la grosse difficulté, et vous l'avez dit Audrey tout à l'heure, c'est la question de est-ce que c'est subi, est-ce que c'est choisi. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est une vraie difficulté. On sait que dans l'intérim, il y a des gens qui font le choix de rester en intérim parce qu'ils veulent, ils acceptent ou en tout cas ils apprécient cette espèce de liberté. Et que je pense que le problème quand on parle de l'auto-emploi, quel que soit son statut, c'est moins la forme de ce qu'il représente que le niveau de contribution sociale. Moi, si les auto-entrepreneurs demain, ils avaient un niveau de contribution qui était le même qu'un salarié traditionnel, ça me poserait aucun problème. Pourquoi ? Parce que je pense que ça répond aussi à des aspirations qui sont des aspirations naturelles. Je veux dire, on ne travaille plus dans nos entreprises d'aujourd'hui et de demain comme on travaillait au début des années 1900. Et je pense qu'effectivement, il y a des modes de fonctionnement qui sont des modes de fonctionnement beaucoup plus horizontaux, qui nécessitent que le cadre législatif permette de mettre en place ce type de choses. Aujourd'hui, je suis sûr que si la question de l'auto-emploi, elle pourrait être légitime si elle ne créait pas une espèce de concurrence déloyale qui fait que ça emmène tout le monde dans la situation difficile. Alors par rapport à ça, effectivement, on ne pourra pas passer du tout au rien, ou en tout cas de l'ancien monde au nouveau comme ça. Il faut juste créer les conditions d'aller sur un chemin qui permette de mettre en œuvre, y compris des statuts juridiques qui soient peut-être temporaires, qui amènent à demain à des situations qui seraient plus harmonisées. Mais encore une fois, je pense que quelle que soit la forme de ce contrat, c'est-à-dire auto-emploi, emploi fragmenté ou emploi fixe, la question du niveau de contribution, elle est essentielle. Donc il faut que tout le monde prenne conscience de l'importance d'avoir un niveau de contribution suffisant et qu'il n'y ait pas de détournement de ce concept. Sachant que on oppose les salariés aux auto-entrepreneurs, mais la polémique à laquelle on a essayé de faire face en 2012 en tant que législateur, elle venait pas des salariés par rapport aux auto-entrepreneurs, elle venait d'abord des artisans. Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier qu'on a toujours le régime social des indépendants. Et ceux-là, ils ne contribuent ni comme les salariés, ni ils ne sont couverts comme les salariés. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui a été traité aussi dans l'élection présidentielle avec des propositions formulées par le nouveau président. Mais les premiers qui ont dénoncé la concurrence déloyale, c'est d'abord eux. Parce que l'artisan coiffeur, l'artisan, peu importe, graphiste, se retrouvait en concurrence déloyale de son point de vue, et à juste titre, avec l'auto-entrepreneur. Donc tout ça se mélange, et c'est vrai qu'on part d'une situation, encore une fois, où on a une foultitude de régimes, qu'on soit salarié ou pas salarié. À l'intérieur même du salarié, on a aussi une foultitude de régimes différents. Voilà, on vient de causer pendant 1 heure. Est-ce que vous avez des questions ? Qui se lance? Il y avait une question préparée, non? Oui, monsieur. Si vous pouviez juste vous représenter. Présentez-vous, s'il vous plaît. La question qui me vient à l'esprit, merci pour vos interventions, quoique le problème du dumping social, comment voulez-vous qu'on arrive à clarifier, à donner une vision aux gens, aux salariés, aux autres, dans une situation telle où l'Europe, actuellement, pratique le dumping social. C'est un problème très essentiel. On reste toujours entre nous. On ne voit pas qu'on est quand même mondialisé, qu'on le veuille ou non. Le problème est là. Donc, il faut être clair et net et dire vraiment à toute personne qui se respecte, un minimum de dignité, leur dire la vérité, leur dire, bon voilà, et mettre tout à plat pour pouvoir avancer. Merci. C'était pas une question. Bon. Posez une question. Un problème, il parle de protection sociale, pardon,
Comment résoudre cette équation du dumping social? Vous avez 2 minutes. Non, mais juste parce que j'ai eu la chance de participer au débat à la Commission européenne sur le socle européen des droits sociaux. Et ce qui était intéressant, c'est de constater que certains pays n'étaient pas du tout favorables. Enfin, moi, j'ai été surpris. C'était assez violent pour moi parce que je n'étais pas habitué. J'avais, lors de mon exposé, des ministres qui étaient de la zone euro, des ministres du Travail, qui n'étaient pas du tout favorables à l'orientation qui était la nôtre. Parce que vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, il y a une concurrence déloyale à l'intérieur de la zone euro. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, et c'est par ailleurs un projet politique extrêmement intéressant dans notre période de repli un peu nationaliste. Enfin, là, il paraît qu'il y a des choses qui vont bouger positivement dans ce sens au niveau de la survie de l'Europe. Mais pour l'instant, le processus européen, depuis quelques années, il est quand même mis à mal. Et notamment parce qu'il n'y a pas de citoyenneté européenne. Et donc, je pense qu'un des bons moyens d'aller vers une citoyenneté européenne, c'est d'avoir... Enfin, François Mitterrand avait dit à Delors, vous avez réussi à faire l'Europe des patrons, il faudra un jour penser à faire l'Europe des ouvriers. C'est ça, c'est-à-dire que le chantier de l'Europe sociale a toujours été mis de côté. Et donc aujourd'hui, la question de la préservation d'un modèle européen de protection sociale, on n'est pas assez conscient, y compris en France, on est les champions du monde de la protection sociale. C'est-à-dire que quand on voyage un tout petit peu, tout le monde nous dit mais c'est vrai, il paraît que vous avez autant de retraites, autant, et si vous ne travaillez pas, et les accidents du travail... Enfin, on n'est pas conscient toujours en France du fait qu'on a quelque chose qui est extrêmement puissant. On n'est pas suffisamment conscient qu'on a mieux résisté que d'autres pays aux turbulences de la crise financière 2007-2008, entre autres parce qu'on a des institutions de protection sociale qui ont bien un amortisseur social qui a bien fonctionné. Et je pense qu'à l'échelle européenne, on a, pour reprendre, j'aime pas trop le mot compétitivité, mais pour reprendre cette idée d'améliorer la compétitivité économique en Europe, on a un instrument qui est plus fort que sur d'autres continents, c'est d'être capable d'inventer un modèle de protection sociale. Et de mon point de vue, le meilleur moyen d'y aller, c'est d'avoir un socle commun de protection sociale, d'éviter les écarts trop importants qui créent aujourd'hui des tensions qui sont inutiles. Moi, je trouve ça vachement bien que les gens puissent bouger. C'est bien qu'on puisse accueillir des travailleurs qui viennent des autres pays, qu'on puisse, nous, aller travailler ailleurs. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est ce que vous dites, quoi. C'est la question du dumping en tant que tel. En fait, le dumping, c'est quoi? C'est quand il y a quelqu'un qui profite, d'une certaine manière, des distorsions du coût du travail. Et c'est ça. Les gros problèmes, aujourd'hui, c'est aussi sur la sécurité. Enfin, dans le travail, le gros problème lié au dumping et aux travailleurs détachés, c'est les problèmes de sécurité. La grosse difficulté, c'est d'assurer la sécurité des travailleurs. Là où il y a le plus de problèmes avec des accidents graves, c'est souvent parce qu'on a des sous-traitances en cascade et qu'on ne sait pas exactement qui est le responsable. Et on a des ouvriers sur des chantiers qui respectent aucune règle de sécurité et qui travaillent avec des conditions de travail qui sont plus du tout aux normes. C'est tout le débat sur la compétitivité hors coût du travail. Comment on peut être compétitif, non pas seulement sur le coût du travail, avec les grandes disparités, ça va de 7 à 43% en Europe, dans les 28. Mais c'est la notion de compétitivité hors coût, c'est-à-dire les niveaux de formation, comment on les garantit. C'est ça votre idée de régime européen de la protection sociale? C'est ça. C'est garantir l'innovation sociale, l'épanouissement, le bien-être des salariés dans leurs entreprises. C'est aussi et permettre des parcours longs. De réinscrire l'idée de la compétitivité économique avec l'idée d'une certaine, comme disent certains, économie un peu plus patiente. C'est-à-dire que si on ne paye pas le coût réel des protections au jour d'aujourd'hui, il faudra un jour que quelqu'un la paye. Alors ça peut être divisé sur les individus qui le paieront très cher, ça pourra être d'autres personnes, mais il y a un moment où ça va se payer.
Et donc l'intérêt, c'est véritablement de construire aujourd'hui. On a vraiment, de mon point de vue, une très bonne fenêtre politique pour ça. C'est de commencer à construire véritablement un vrai socle européen de protection sociale. Ça, c'est dans le bouquin. Et fiscal. Oui, je rajoute juste 2 secondes. Et fiscal. Enfin, je veux dire, on ne peut pas imaginer cette protection sociale si on n'imagine pas la protection fiscale et une harmonisation fiscale aussi en même temps. Je passe devant la caméra. Oui, bonsoir. Je m'appelle Pierre Six, je suis chef de projet immobilier. Je voulais parler, moi, de l'ubérisation, enfin pas de l'ubérisation, pardon, des auto-entrepreneurs qui travaillent pour des entreprises, des magasins ou des garages de voitures. Et ces auto-entrepreneurs, aujourd'hui, le constat supporte. Alors, on a parlé forcément du risque social, mais aussi il y a un transfert du risque économique sur le dos de l'auto-entrepreneur. Donc, ma question, elle est plus pour le législateur. En fait, est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Parce que là, vous avez parlé de la législation sur le statut de l'auto-entrepreneur ou sur des contrats, sur des types de travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire sur la mission ou sur les contrats que les entreprises ont avec l'auto-entrepreneur qui va travailler et qui parfois ne va rien toucher? Je ne sais pas si je suis clair. Si. J'ai perdu l'animateur, donc je réponds. Voilà. Si, la question est très claire et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai parlé et de subordination et de dépendance économique. Ce dont je me suis aperçue, n'étant pas au départ une spécialiste du droit du travail, même si j'en ai fait il y a longtemps quand j'ai fait mes études, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il y avait quand même aussi pas mal de sujets soulevés par cette question des nouvelles formes de travail qui trouvaient déjà réponse dans notre droit, soit dans le code, soit dans la jurisprudence. Aujourd'hui, il y a déjà des textes et des jurisprudences, des décisions de justice qui permettent d'examiner s'il y a ou pas un lien de subordination entre une personne ou une autre, ou s'il y a un lien de dépendance économique entre une personne ou une autre. Ça existe déjà. Donc, justement, quand j'ai déposé cet amendement, parmi ceux qui étaient contre l'idée qu'on puisse réguler, il y a ceux qui craignaient qu'on ne puisse plus jamais requalifier un contrat de travailleur indépendant en travailleur salarié, parce qu'ils avaient peur qu'on crée un troisième statut. Or, ça n'est pas un troisième statut, ça n'est pas aujourd'hui, parce qu'avec cet amendement et la disposition de la loi travail, ça n'est pas parce que quelqu'un indépendant bénéficie d'un droit de formation, d'un droit de se syndiquer, d'un droit de grève ou d'une prise en charge de sa protection sociale qu'il ne peut pas faire la démonstration demain, s'il considère que c'est le cas, qu'il est en situation ou de subordination parce qu'on lui donne des ordres et qu'on encadre son temps de travail, etc., ou de dépendance économique parce qu'effectivement, il n'a qu'un seul client ou qu'il en a que quelques-uns qui pèsent très lourd et que si ceux-là disparaissent, lui-même disparaît. Tout ça, je ne dis pas que ces choses-là ne peuvent pas être améliorées, peut-être, mais en tout cas, le cadre juridique, il existe. Et aujourd'hui, un travailleur indépendant qui pense qu'il n'est pas vraiment indépendant, il peut tout à fait aller devant le juge et essayer de faire requalifier d'une manière ou d'une autre, soit sa prestation, soit son contrat. Et c'est là aussi des sujets où, je pense, les organisations syndicales doivent regarder d'un peu plus près la manière dont se passe le monde du travail. Parce qu'effectivement, c'est d'abord probablement vers elles que va se tourner ce travailleur indépendant. Mais ce sont des choses qui existent. C'est la raison pour laquelle dans les textes que nous avons votés, il y a toujours, si vous êtes attentif à ces questions, il y a toujours un seuil à partir duquel ça s'applique, de X milliers d'euros que la personne gagne par mois ou par an, parce que c'est aussi un moyen de vérifier si c'est une activité accessoire, si c'est une activité principale, et à partir du moment où c'est une activité principale, s'il y a ou pas un lien de dépendance avec quelqu'un d'autre. Merci. Bonjour, Marianne Six, responsable communication C2RP. Moi, ma question, elle est plus sur est-ce que vous avez pensé à l'information, à l'éducation et à la formation des futurs salariés ou des salariés en cours? Parce que le constat, c'est que souvent, les jeunes n'ont pas de solution. Ils y vont en se disant je vais créer mon entreprise.
Mais derrière, ils ne savent pas ce que c'est créer une entreprise. Des fois, ils n'ont jamais vu de fiche de paye, ils n'ont pas l'information du tout sur les charges qu'ils vont avoir à payer. Puis ils se retrouvent au bout de 3 ans en se disant je ne m'en suis pas sorti, ils n'ont pas compris. Il manque, à mon avis, une phase, dans votre phase de transition, aussi un accompagnement sur les futurs salariés, nos jeunes, et puis même les salariés qui sont en cours à 50 ans, on a envie d'une nouvelle réorientation, on se met en entrepreneuriat, mais on est tout ce manque-là, ce législatif existe, mais on ne le connaît pas et on ne le maîtrise pas et on ne sait pas le faire. Alors, il me semble qu'il y a quand même, même si c'est pas parfait, il y a quand même aujourd'hui, pour quelqu'un qui décide de créer son entreprise, des structures qui sont capables de l'accompagner pour lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Enfin, c'est quand même des choses qui se sont plutôt développées dans les années récentes, y compris un certain nombre d'aujourd'hui, je pense, d'universités, d'écoles, qui forment aussi à l'entrepreneuriat, au management, même si c'est pas des écoles de management ou d'entrepreneuriat. Là où je le disais tout à l'heure, la difficulté pour le droit ou pour le législateur, c'est d'aller aussi vite que la vraie vie, quoi. Donc, entre le moment où on le décide et le moment où ça s'applique, la vraie vie, elle a déjà changé. Là où peut-être on peut faire des progrès, c'est comment on sensibilise effectivement les jeunes à l'entrepreneuriat, avant même qu'ils soient finalement dans un parcours déjà d'études supérieures. Parce que je pense qu'à ce moment-là, même si on peut encore faire mieux, les choses sont un peu mieux prises en main aujourd'hui dans notre pays. Et puis au moment de la reconversion aussi. Mais quand ils sont encore au collège ou au lycée, comment on peut les sensibiliser à l'esprit d'entreprendre ? Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tous devenir entrepreneurs. Voilà, moi je pense que c'est bien qu'il y en ait, c'est bien que d'autres fassent autre chose s'ils ont envie, mais qu'on les sensibilise avec ce que ça comporte comme avantage et comme inconvénient. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être chercheur. Il y en a qui préféreront des cadres un peu plus stables et il y en a d'autres qui préfèrent partir vers le risque et l'aventure. Mais ça, c'est l'être humain qui est fait ainsi. Avez-vous une ultime question avant les rafraîchissements ? J'aurais pas dû prononcer ce mot, parce qu'il n'y aura plus de questions. Est-ce que je peux vous demander une dernière chose, une dernière question ? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau gouvernement ? On a un Premier ministre qui vient, voilà. Mouillez-vous un petit peu, allez. Et puis, rigolez pas, parce que vous allez répondre aussi. Il y a une mesure qui irait dans le sens du débat de ce soir. C'est toi qui dois répondre. Le RSI, déjà, terminé. Non ? Je suis pas sûre que j'ai tout à fait le droit de répondre à votre question dans la période actuelle, mais non. D'abord, je pense qu'en politique, on peut pas répondre. Il faut surtout pas répondre à la question que vous posez, parce que si on continue à faire croire aux gens qu'avec une mesure, on va changer la vie, on continuera à créer, je pense. 2 mesures. Non, mais vraiment très sérieusement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur comment le monde évolue vite et comment faire la loi, ça nécessite de se poser. Je vous rappelle qu'il y a quand même la plupart des Français qui demandent aussi qu'on les associe plus à la manière dont on fait la loi. Donc on ne peut pas à la fois prendre le temps d'associer les citoyens et puis faire ça en 2 jours et dire qu'une seule mesure, ça répond à tous les problèmes. Est-ce que vous allez regarder ? Donc, moi, je pense que c'est plus une question de méthode. Je pense aussi que parfois, il faut savoir se contenter de l'imparfait. Parce que quand on est législateur, il n'y a rien de pire qu'une fois qu'on vient de voter une loi, parce qu'il y a un truc qui ne va pas dire « allez, on en fait une nouvelle », alors que la précédente, c'est encore jamais appliqué. Vraiment, je crois que dans la démocratie qu'est la nôtre, si on veut que les gens y retrouvent un tout petit peu confiance dans la politique, c'est pas en vous répondant par une mesure que j'aurais fait du bien à la démocratie. Donc moi, ce que j'attends du nouveau président, c'est déjà... j'ai envie de dire finalement ce que je trouve assez sympathique plusieurs choses que je peux trouver sympathiques, d'autres un peu moins, mais il y en a une que je trouve assez symbolique et qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'il appelle légiférer sur le droit à l'erreur. Et je trouve que donc son idée, c'est de dire, grosso modo, vous vous faites contrôler par l'URSSAF, par le fisc ou par je ne sais qui, vous avez commis une bourde, on reconnaît que c'est plus une bourde donc plutôt de la bonne foi que de la mauvaise foi, en gros, dans la manière dont vous avez agi. Eh ben, on ne vous sanctionne pas tout de suite, on considère que vous avez droit à l'erreur. On vous dit juste comment la prochaine fois il faudrait faire, on ne vous recontrôle pas forcément 12 fois la même année pour voir si la fois d'après vous avez bien fait, parce que chacun sait que quand on a été contrôlé une fois, en général, on est contrôlé plusieurs fois après. Donc je trouve que ça, par exemple, en termes d'état d'esprit,
légiférer pour le droit à l'erreur. Si on peut considérer que ça marche sur d'autres sujets, ça veut dire que demain, on peut expérimenter plus comme Sandrino le propose, parce que je crois que c'est aussi une des manières de faire. On n'est pas obligé de trouver la réponse à tous les problèmes dans un seul texte tout de suite. On peut y aller pas à pas. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de défendre avec cet amendement, dont franchement, je n'avais pas la certitude du tout qu'il allait résoudre tous les problèmes. Mais je me suis dit que ça coûte quoi d'essayer ? Voilà. Et Sandrino, qui lui-même n'était pas totalement convaincu au départ, vient de dire finalement, ça apporte des bienfaits. Ben, tant mieux. Ça ne résout pas tout, tant pis, mais ça apporte un peu de bienfaits, tant mieux. Voilà donc ce que j'attendrais, en termes d'état d'esprit, en tout cas, du nouveau président. Merci, messieurs. Qu'est-ce que vous attendez ? Je Qu'est-ce que vous allez suivre ? Une mesure en particulier ou... Je voudrais juste avant. Après, je dirais que moi, j'aimerais bien que Sandrino, un jour, il soit député européen. Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun son truc. Hein. Non, moi, non, jamais. Alors, juste pour répondre à à la dernière question de Madame, je voulais aussi dire que moi, je trouve ça bien qu'on apprenne aux gamins à créer leur entreprise. Mais en réalité, je m'en fiche complètement. Par contre, ce qui manque vraiment, c'est qu'on explique aux enfants ou aux jeunes ce que c'est que la protection sociale et comment ça a été acquis, et comment ça a fonctionné, pourquoi il y a eu un consensus au sein du Conseil national de la résistance qui a permis d'avoir des acquis sociaux aussi importants que la création de la sécurité sociale. Enfin, une des difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on a tellement rabâché aux jeunes que de toute façon, ils n'auraient pas de retraite, que ceci, que cela, qu'on voit des jeunes qui démarrent leur carrière professionnelle et puis qui vont au service RH, je l'ai lu dans Le Monde, hein, en disant « Est-ce que vous pouvez me retirer, là j'ai vu retraite sur ma fiche de paie, ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas ». C'est-à-dire que et c'était un jeune qui sortait d'une grande école, hein, c'était pas... Donc ça veut dire que clairement, il n'y a plus de conscience de ce que c'est que ces acquis, de où ça vient, comment ça a été construit, pourquoi... Enfin, pour moi, les acquis de la protection sociale, c'est un peu comme une démocratie qui est tellement aboutie qu'on ne va plus voter, sauf si c'est le Front National. Bon, donc il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là, et je pense que c'est aussi utile d'expliquer l'organisation de nos institutions, de la démocratie sociale, de comment ont été acquis ces protections sociales. C'est aussi utile que d'expliquer à un jeune comment on crée sa start-up. Ça, c'est mon avis. Alors, sur la deuxième question, il y a des choses intéressantes dans les propositions du nouveau président de la République. Il y a des choses très intéressantes. Il y a... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur... voilà, enfin, moi, j'espère que ça va être positif. J'espère beaucoup, mais je suis vraiment pas certain. Quand je vois l'ouverture qui est appliquée aujourd'hui, enfin, quand je vois la vision idéologique qui est derrière, y compris certaines organisations patronales, enfin, je suis un peu inquiet. Dans le discours, il y a des choses intéressantes, mais alors, c'est facile aujourd'hui de dire on tape sur le RSI. Je veux dire, tous ceux qui sont artisans, commerçants, qui ont reçu pour la première fois des rappels de RSI où il n'y a aucune explication. Enfin, voilà, donc le RSI, c'est une bonne... voilà. Bon, est-ce qu'il faut détruire le RSI ou en faire quelque chose d'efficace ? Je ne sais pas. A priori... supprimer le dialogue social de gestion de la caisse de l'UNEDIC et d'en faire une caisse gérée par l'État, ça peut avoir des aspects positifs, puisque de toute façon, c'est toujours l'État qui rallonge in fine. Mais il y a quand même un risque aujourd'hui par rapport à ça. Enfin, moi, je suis... dans le discours, il y a des choses très intéressantes, mais effectivement... Là, je vous parle plutôt en tant que spécialiste du travail, on va dire entre guillemets. J'attends vraiment de voir. Par contre, une chose, c'est que dire oui, c'est mieux pour les gamins des quartiers de devenir chauffeur Uber que d'attendre toute la journée contre un mur. Dans l'absolu, on peut le dire. Je ne suis pas sûr que ça soit à la hauteur d'un responsable politique. C'est ça. On peut le dire, oui, ok, on est nombreux ici à pouvoir en partie le penser, mais je ne suis pas sûr que ce soit un bon signal que d'envoyer ça, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, on peut tirer vers le bas. Et c'est ça qui m'inquiète. Très bien.
crois que la difficulté, comme je la pressens, c'est la tentation à aller vers un individualisme accru, quoi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une tendance à se dire la place de l'individu dans la société, le fait d'être plus entrepreneur, etc., c'est la solution de demain. Moi, je suis assez vigilant par rapport à ça. Dans le monde de l'économie sociale et solidaire, on porte clairement la question de la mutualisation, du travail ensemble, de la non-concurrence, etc. Et je pense que faut être assez vigilant à ça, parce que j'ai peur de la violence qui pourrait sortir de postures qui visera à dire tiens, voilà, on va libérer, on va créer les conditions pour que tout le monde soit entrepreneur de sa vie, etc. Et effectivement, je pense qu'il y a des limites qu'il ne faut pas franchir, quoi. Si j'avais une envie, en tout cas, c'est vrai que le président Macron a largement parlé de la société civile, hein. On attend demain pour voir dans son gouvernement comment tout ça va se concrétiser. Mais la société civile, c'est pas seulement l'addition d'individus, quoi. Et je pense que moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est le fait qu'il y ait une concertation régulière qui se fasse, permanente, non pas forcément avec la société civile en tant que telle, mais avec les corps intermédiaires. Je pense que reparler des corps intermédiaires, c'est à mon sens hyper important, quoi. La société n'est pas une addition d'individus, et que c'est vrai que la relation au corps intermédiaire, par le politique, elle est souvent mal vécue. On préfère chanter directement, on dit bah tiens, entre le politique et l'individu, il faut qu'il n'y ait rien. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait ces corps intermédiaires et qu'il y ait une concertation permanente qui permette à ce que les effets de loi soient pas ni brutaux, ni définitif. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est de fixer des axes et de se laisser la possibilité régulièrement de recadrer. Et j'ai peur que le temps législatif par rapport à ça, ils sont un peu compliqués, parce qu'on voit le temps que ça met pour faire une loi, le temps que ça met pour avoir des décrets d'application, et comme vous le disiez tout à l'heure, une fois qu'ils sont mis en œuvre, ils ont déjà 3 ans de retard, que ça, il y a besoin à la fois de se presser, parce que je pense que c'est hyper important de se presser sans se précipiter. Donc je vous laisse la main. Eh ben merci. Si vous n'avez plus de questions, bonne soirée. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'était